Bonjour Général, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'évoquais justement le rapport EU-SOCTA 2025. On a commencé à en parler avec Madame Catherine de Boll en ouverture de cet événement. C'est un rapport, je le disais, qui est publié tous les 4 ans, qui est très exhaustif, qui traite de nombreux aspects de la criminalité organisée. Mais si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va se pencher sur le volet cyber particulièrement. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Quelles sont peut-être les plus grandes menaces auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui sur le terrain? Alors, bonjour à tous. Dans le SOCTA, en fait, ce qu'on a essayé de tracer, c'est les évolutions, et en particulier ce qui nous attend. Et il y a deux faits majeurs pour nous sur l'évolution dans le cyber. C'est l'utilisation qui sera de plus en plus massive de l'intelligence artificielle, et le fait que la surface, je dirais, d'attaque des criminels s'étend. Et en fait, on voit tous les types de crimes évoluer et avoir tout ou partie en ligne dans l'espace numérique et en fait être la coordination, enfin la conjonction des deux facteurs fait que on s'attend à avoir en fait des choses de plus en plus massives, globales, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple. Le seuil en fait pour un criminel, le seuil de connaissance, je dirais, de sophistication est abaissé. Parce qu'avec l'IA, vous pouvez faire je dirais une escroquerie en ligne dans 26 langues de la Terre et l'envoyer de façon massive à des milliers et des milliers de gens. Donc on voit bien que là, il y a eu un démultiplicateur en fait, du crime organisé. Et ils ont bien compris, parce que je crois que la directrice l'a dit, mais c'est une course. On court évidemment toujours derrière les voleurs, ça n'a pas changé. Simplement, la course aujourd'hui, elle est numérique, elle est avec les outils, elle est avec l'intelligence artificielle. On a aussi, nous, dans notre sac à dos, je dirais, quelques pierres parfois, parce que le cadre juridique doit aussi évoluer. Et c'est compliqué, parce qu'on n'est pas souvent en avance, souvent on est en réaction. Et nous, c'est ce qu'on essaye de défendre. Donc un crime qui est de plus en plus en ligne, dans tous les domaines, mais en particulier dans le cyber, et un crime qui est facilité, dont l'ampleur, je dirais, est démultipliée grâce à l'utilisation des nouveaux outils technologiques, et en particulier de l'intelligence artificielle. Alors, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a aussi les cryptos. Et vous dites, vous pouvez avoir des pierres, effectivement, mais vous pouvez aussi vous doter, vous, de l'IA en tant que défenseur. Comment est-ce que ça a changé, justement, le rapport de force, ces nouvelles technologies, entre les défenseurs et les attaquants, qui ont aussi quand même les mêmes outils, mais pas le même cadre juridique? Oui. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est pour ça que Europol s'est tourné beaucoup vers l'innovation. On est persuadé que on peut utiliser tous ces outils technologiques au bénéfice de la défense des citoyens, de la lutte contre le crime organisé. Il faut juste qu'on trouve les bonnes méthodes et il faut qu'on les fasse comprendre de façon à ce qu'on puisse les utiliser de manière la plus raisonnée possible. L'idée, c'est réduire l'écart, en fait, entre un criminel qui va utiliser ces nouvelles technologies sans aucun cadre, évidemment, et puis nous. Alors on travaille beaucoup là-dessus, sur les crypto-monnaies par exemple, on a beaucoup développé. Les crypto-monnaies, c'est à la fois très très pratique pour les délinquants, pour bouger de l'argent très vite, en blanchir, essayer de nous perdre, mais ça a aussi un avantage, c'est que tout étant inscrit dans la blockchain, tout est traçable. Donc simplement, là, on a des sujets de formation de nos policiers, de nos gendarmes, on a des sujets d'outils qu'il nous faut utiliser, on a des outils aussi qui pourraient être encore plus performants grâce à l'utilisation positive, cette fois-ci, des innovations technologiques, de l'IA, etc. Donc à Europol, on essaye de développer, en lien avec les États membres, évidemment, de voir quelles sont les tendances en matière d'utilisation des nouvelles technologies pour le métier de la police. C'est un métier qui devient de plus en plus aussi technique, technologique. On recrute par exemple aujourd'hui plus seulement des enquêteurs
je dirais, mais on recrute des data scientists, on recrute des spécialistes de l'IA qui sont capables de nous aider, en fait, à analyser des données massives, à trouver les éléments de preuve dans les preuves numériques auxquelles on peut accéder. Alors, quelle stratégie est-ce qu'il faut aujourd'hui adopter pour être plus efficace sur le terrain? Vous m'avez dit il faut suivre les personnes, les infrastructures et l'argent. Expliquez-nous. Alors, oui, sur le crime cyber, en fait, c'est pas un crime où l'enquête, avec une enquête classique. On a cherché, par exemple sur les ransomware en particulier, mais pas seulement, quelle était la bonne stratégie. Donc, on a déterminé un petit peu ce triangle. Les personnes, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye d'identifier au maximum les délinquants, qui sont souvent d'ailleurs cachés dans ce qu'on appelle pudiquement des juridictions non coopératives, c'est-à-dire des gens... Pour autant, ceux-là, on les met sur des listes de sanctions quand ils ont été... Et quand ils se déplacent, on arrive à les arrêter. Hein. Récemment, on a arrêté par exemple 4 cybercriminels de nationalité russe qui s'étaient aventurés un petit peu en dehors des frontières du pays et qu'on a pu interpeller. Donc ça, c'est la partie des hommes. Les infrastructures, ça c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire alors pas détruire, mais disrupt, on dirait en anglais, bousculer, en fait, de rendre leur vie plus difficile. Ça veut dire qu'on attaque des infrastructures qui sont nécessaires aux délinquants pour commettre leurs crimes cyber. Ça peut être des réseaux de VPN, de WPN illégaux, ça peut être des réseaux de botnet, ça peut être des ransomware, des groupes de ransomware. Hein. On a fait l'année dernière une grosse affaire autour de Logbit, où on a pu identifier en fait les gens qui utilisaient ce service, sachant que c'était un service criminel qui était proposé. Le business model de Logbit, c'était je vous offre tous les services pour faire des attaques de ransomware et vous me rendez entre 20 et 30% de la rançon. Donc ça, on a réussi à démanteler des serveurs un peu partout dans le monde grâce à une coopération internationale, etc. Donc on attaque l'infrastructure. Puis le dernier point, c'est l'argent. On essaye de suivre l'argent. Bon, évidemment, là, on est en plein dans le domaine des crypto-monnaies, dans lesquelles on a développé en fait nos connaissances, qu'on essaye de développer aussi. Ils sont développés dans toutes les polices en fait aujourd'hui occidentales, et on court après les bons spécialistes parce que c'est de plus en plus difficile grâce aux mixeurs, etc. Donc, il faut vraiment faire un effort sur la formation, sur les outils qu'on peut utiliser et l'intelligence de l'IA. Les hommes, les infrastructures et l'argent. C'est aujourd'hui la stratégie qu'on développe dans nos affaires. Parce que c'est difficile de travailler affaire par affaire. Il vaut mieux travailler, faire un package et essayer de bousculer en fait les cybercriminels sur ces 3 domaines. Alors, la coopération est extrêmement importante entre les États européens, et on le verra lors de la prochaine table ronde, mais aussi à l'international. Quel sera peut-être l'impact, et c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais quel sera l'impact de la réélection de Donald Trump sur Europol? Est-ce qu'on va, pour l'instant en tout cas, vers plus de coopération, plutôt vers un effritement des relations? C'est la question à 3 euros, là. Oui. Aujourd'hui... c'est vraiment un jour spécial avec les annonces qui ont été faites par les États-Unis. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que l'ambiance est plutôt négative, l'ambiance générale, je dirais. Mais nous, en fait, avec les collègues américains qui sont, par exemple, des officiers de liaison qu'on a à La Haye dans nos bâtiments, aujourd'hui, le travail se poursuit quasiment normalement. Parce que je pense que même si l'ambiance est très négative, la lutte contre le crime organisé, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la cybercriminalité reste pour les Américains comme pour nous, Européens, et comme pour d'autres, les collègues japonais sont ici et d'autres, une priorité. Donc aujourd'hui, je peux dire, puis je reviens d'une réunion à Varsovie où j'ai rencontré des collègues américains, je peux dire qu'aujourd'hui, bon, tout le monde est un peu en attente de décisions, de grandes orientations, mais en tout état de cause, dans ce qu'on voit de nos collègues américains aujourd'hui, il reste quand même des intérêts en commun
dans la lutte contre les cybercriminels, encore une fois, contre les terroristes ou contre les trafiquants de stupéfiants, etc. Donc on espère que malgré l'ambiance très négative, et on est relativement confiant qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble dans le respect évidemment des intérêts de chacun. Hein. On est très soucieux de faire valoir les intérêts de nos États membres et les intérêts européens dans la coopération avec les Américains. Ce n'est pas une coopération aveugle, etc. C'est une coopération vraiment d'égal à égal. Alors la coopération, en tout cas en Europe, elle s'intensifie. Et un très bel exemple de cette coopération européenne, c'est l'opération Endgame. Europol a soutenu cette action. On va peut-être découvrir une courte vidéo et on en parle tout de suite après. Voilà, game over. Je vois que vous faites suer l'attaquant. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, l'opération Endgame, je ne vais pas trop revenir dessus, mais elle a été montée avec les collègues britanniques, néerlandais, je vois qu'ils sont dans la salle, allemands, on etc. On l'évoquera d'ailleurs lors de la table ronde aussi. Voilà, c'est une opération importante. Ce que je voulais vous montrer à travers cette petite vidéo, c'est qu'en fait, une des tactiques qu'on essaye d'employer, c'est aussi de décourager les attaquants. Parce qu'on voit qu'en fait, il y a des, comme je vous disais, grâce à l'IA, grâce aux services criminels qui sont fournis, on arrive à abaisser le niveau en fait des attaquants. Et des fois, on voit des jeunes de 15 ans, etc., recourir à ces services, etc. Donc la vidéo, elle est faite exprès pour s'adresser aux potentiels attaquants, en disant attention, ne croyez pas, parce qu'il y a un peu le sentiment d'impunité, qu'on ne peut rien faire, une espèce de fatalité, etc. Donc ça, c'est un message qu'on leur adresse directement, en leur disant vous gagnez peut-être, mais vous ne gagnerez pas toujours. Et on est là, on fait ce qu'il faut pour vous empêcher de nuire. La façon dont la vidéo est construite, vous l'avez comprise, elle est pour viser un certain public. Bien sûr. Elle parle aux jeunes, justement. Alors, je sais que c'est très important pour vous, dans cette riposte contre le crime organisé, c'est d'approfondir justement le partenariat public-privé et de casser les silos. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Je pense que c'est un message que je porte depuis déjà plusieurs années. Je pense qu'il est encore plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui, le crime organisé, la cybercriminalité et le crime organisé, c'est de plus en plus complexe. C'est de plus en plus changeant, évoluant. Hein. Le rythme des innovations, je dirais de manière générale, va très vite et les cybercriminels y suivent. Donc face à ces risques qui augmentent, qui sont changeants, qui évoluent, il y a un besoin crucial qu'on se parle. Donc il faut se parler entre secteur privé et secteur public. Il faut se parler entre cybersécurité et law enforcement et les services de police, de gendarmerie, etc. Il faut échanger des informations. Il faut parler aux citoyens. Je pense que c'est vraiment en étant tous ensemble qu'on pourra améliorer la prévention, qu'on pourra améliorer la réponse de crise quand quelque chose se passe, qu'on pourra améliorer aussi la neutralisation des attaquants, qu'on pourra améliorer, en fait, augmenter le niveau de connaissance mutuelle. Et je pense que
il ne faut pas qu'on reste dans des mondes qui ne se parlent pas ou qui ne se parlent pas assez ou qui n'échangent pas. Nos intérêts peuvent être contradictoires par moments, mais l'intérêt global, l'intérêt général qu'on a face à nos opposants, il est un intérêt commun. Et donc moi je plaide pour qu'on se parle et qu'on continue à travailler ensemble et qu'on échange des informations. Alors, il nous reste 2 minutes, mais je voudrais vraiment vous poser cette question. On est dans un contexte, on va dire, de méfiance généralisée. Il y a une perte de confiance, d'une certaine manière, dans la classe politique, mais aussi dans les institutions, dans les autorités. Et à ce niveau-là, dans ce contexte-là, en tout cas en France, la PPL narco passe mal. Elle est vue par la population comme une demande de la part des autorités de création de backdoor. Pour l'accès à la donnée. En même temps, on sait que vous avez besoin d'accéder à la donnée pour faire un meilleur travail sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement, en fait? Est-ce que c'est... Voilà. Et est-ce que vous comprenez aussi la méfiance que les uns et les autres peuvent ressentir quand il s'agit d'accès à la donnée, surtout quand on a vu par le passé ce qui peut être fait avec la donnée? Je pense évidemment à ce qui a été fait aux États-Unis avec la NSA. On sait que ce genre de situation peut déraper. Est-ce que vous comprenez ça et qu'est-ce que vous répondez? Oui, bien sûr, je comprends. On a eu des débats hier soir avec certains enflammés sur le sujet. Le sujet, il est délicat. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est reconnaître qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de sécuriser nos données avec un chiffrement fort, puissant. Et puis, il y a un besoin aussi de ne pas créer, moi, ce que j'appelle des zones de non-droit numérique, dans lesquelles il n'y a pas de police, dans lesquelles tout est permis. Certes, donc je pense qu'il y a un arbitrage à faire, là. Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'on cherche des solutions. On les cherche parfois dans un peu la polarisation des positions. Je pense qu'il faut qu'on essaye de sortir de ça. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Moi, je crois beaucoup dans l'innovation. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on s'assoie calmement. D'abord, que le besoin des uns et des autres soit bien reconnu. Nous, c'est sûr, quand on enquête, on a besoin d'accéder parfois à certaines données. Donc, il faut qu'on nous donne les moyens de le faire. Je le signale, c'est un sujet qui est porté quand même très fort, même au niveau européen. Il y a 3 jours, le commissaire européen à l'intérieur, Monsieur Magnus Brunner, a dévoilé en fait la stratégie de sécurité interne de l'UE, qui s'appelle Protect EU. Dedans, il y a un paragraphe important concernant ce qu'on appelle en anglais le lawful access to data, un accès légal à la donnée. Les solutions techniques aujourd'hui, elles sont certes difficiles à trouver, j'en parlais encore hier avec certains. Je pense qu'il ne faut pas être dans des positions trop fermées d'un côté comme de l'autre. C'est pas oui, je vois l'accès à la donnée, non, vous allez affaiblir complètement le chiffrement. Je pense qu'il faut s'asseoir raisonnablement, reconnaître les besoins des uns et des autres, et puis travailler sur des solutions, des innovations technologiques. Et je pense qu'il y a un chemin, en fait, pour trouver ces solutions. De toute façon, pour moi, ces solutions, elles sont indispensables. Hein, hier, on a fait un communiqué de presse sur une très grosse affaire qui s'appelle Kidflix, d'abus sexuels sur les enfants. 72 000 vidéos d'abus sexuels sur des enfants. 79 personnes arrêtées, 1200 identifiées. Et ces gens-là échangent sur des réseaux cryptés, etc. Donc il y a quand même, si on veut protéger nos enfants, si on veut protéger nos familles, si on veut se protéger des criminels et si on veut protéger aussi nos intérêts financiers, etc., il faut quand même qu'on trouve des moyens non seulement de se protéger, mais aussi d'attaquer les délinquants. Et pour ça, nous, on a besoin d'un accès à la donnée. Encore une fois, je pense qu'on peut trouver des solutions. Il faut s'asseoir calmement. Il faut vraiment attaquer le sujet, je dirais, entre privé et public, entre law enforcement et cybersécurité. Il faut reconnaître les besoins des uns et des autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. En tout cas, nous, on continuera à dire quels sont nos problèmes, quels sont nos besoins.
J'en parlais avec des gens de la cybersécurité, ils me disaient mais offrez-moi une proof of concept et puis. Mais moi je suis pas un technicien, hein. Moi je suis un gendarme, je suis un enquêteur, donc c'est pas moi qui peux trouver ces choses-là. Mais en revanche, moi je peux décrire quel est mon besoin et puis ensuite je pense qu'il faut qu'on mobilise un peu des énergies, des connaissances, des savoirs pour essayer de voir comment on peut trouver une solution où on balance les risques. Il y a des risques d'un côté, il y a des risques évidemment, j'aime pas le mot backdoor, quand on dit le mot backdoor, on ferme le débat en fait. Il ne faut pas parler comme ça, nous on ne réclame pas des backdoors, on veut simplement, alors on dit une front d'or, c'est peut-être mal choisi, non, on veut un accès légal, un accès surveillé, un accès monitoré. Je crois que la directrice a même proposé que tous ces accès soient inscrits dans la blockchain à un moment pour qu'on puisse tracer tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si c'est possible parce que je ne suis pas un technicien, mais il faut au moins qu'on se mette autour de la table et qu'on en parle parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où il y a toute une zone numérique où la police, la justice ne peut pas accéder. Pour moi, c'est complètement orthogonal avec nos principes d'état de droit, etc. Des principes qui, encore plus aujourd'hui, auxquels on doit s'accrocher. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire et je suis malgré tout optimiste par nature. Je pense qu'on trouvera des solutions. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais on trouvera des solutions. Bien, sur cette note positive générale, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci infiniment. Merci.